Bonjour, je vais vous présenter quelques enseignements sur l'épidémie de Covid-19 à partir d'une rapide revue médicale et élaborer en plus grand détail un modèle de mesure du taux de contamination instantané. Donc, ce travail a été fait en collaboration avec des médecins de diverses nationalités, USA, France, Mexique, Belgique. Et moi-même, le présentateur, je ne suis pas médecin, mais je suis ingénieur de formation et je suis surtout intervenu sur la modélisation des taux de contamination. Le plan de la présentation, après un rapide rappel des caractéristiques de la pandémie Covid-19, les objectifs de cette modélisation du taux de contagion instantané, les caractéristiques du modèle, qui dépend essentiellement de deux paramètres, la courbe d'incidence journalière, qui mesure la probabilité qu'un individu a déjà contamine d'autres après un certain nombre de jours, le calcul de ce taux de contagion apparent, RAP, qui correspond au taux instantané, la comparaison du RAP dans 10 pays, Europe, Amérique, USA, Brésil, Tunisie, Moyen-Orient et Asie. Ensuite, les différences qu'il y a entre le R0, paramètre dont il est très souvent question au propos du Covid-19, et du RAP. Les calculs des taux de contagion dans les clusters en voie de développement et les enseignements qu'on peut en tirer. Ensuite, des remarques sur l'observation de variation du nombre de cas journaliers qui semble osciller. Et enfin, quelques conclusions. Quelques rappels bien connus sur le Covid-19. La maladie du Covid-19 est liée au virus de la famille des coronavidae, associé à des syndromes respiratoires aigus. Ces virus sont connus depuis 1963. Il y a déjà eu deux épidémies de Covid. Le SARS-CoV en 2003, qui a fait 4% de mortalité, a touché 24 pays. Et le Middle East Respiratory Syndrome en 2012, 27% de mortalité sur 27 pays. Le Covid-19 a démarré en Chine en novembre 2019, mais très probablement au mois d'octobre ou probablement même avant. La contagion se fait selon des processus qui sont similaires à ceux de la grippe, de personne à personne, via gouttelettes, aérosols, surface infectée, une transmission par le système respiratoire, un grand nombre d'asymptomatiques, entre 50 et 80% suivant les études, un taux de mortalité estimé entre 2 et 5%, qui dépend très fortement de l'âge, pratiquement nul avant 30 ans, et supérieur à 20% à plus de 75 ans. Les syndromes, donc bien sûr respiratoires, gastro-intestinaux, perte du goût, anosmie, et inflammation du système immunitaire. Le développement de l'épidémie a une forme exponentielle typique dans les premières étapes, c'est-à-dire quelques semaines. Et on observe qu'il n'y a pas d'effet immédiat des mesures de confinement, aussi strictes soient-elles, puisqu'on observe des forts taux de contagion, même après 2 semaines de confinement strict. Alors, quels sont les objectifs de la modélisation du taux de contagion? C'est d'examiner pourquoi la période d'incubation, qui est liée à l'incidence journalière, retarde la diminution du nombre de cas, même si on a pris des mesures visant à couper la transmission. Estimer le taux de contagion apparent dans les phases initiales, sur 1 ou 2 mois. Prédire à court terme, c'est-à-dire sur 1 ou 2 semaines, l'apparition de nouveaux cas et leur quantité. Et d'interpréter l'augmentation des incidences des cas journaliers dans des clusters démarrant avec un petit nombre de personnes infectées. Le concept du modèle. On va supposer que les personnes exposées au virus
peuvent être regroupées suivant le jour à partir duquel elles vont pouvoir contaminer. Dans l'exemple simple qui est présenté, le groupe vert a pour incidence 1, le groupe jaune a pour incidence 2 jours et le groupe bleu incidence 3 jours. Donc le premier jour, après cette situation initiale, le groupe 1 a contaminé un nombre de personnes multiplié par le taux de contamination instantané. Dans l'espèce 3, s'il y avait eu un RAP de 2, on n'aurait contaminé que 2 personnes. Si on avait eu 6, on aurait contaminé 6 personnes. Le deuxième jour, le groupe vert contamine à nouveau, en fonction du RAP du jour, un certain nombre de personnes. Le groupe jaune, lui, a contaminé des personnes en fonction du taux de contamination du jour. Et donc, on a une situation où l'augmentation a commencé. Le troisième jour, on voit apparaître les personnes nouvellement contaminées suivant leur capacité d'incidence. Et dans le cas précis, on voit que le groupe 3 contribue à ce jour 3 à la contamination supplémentaire qui s'ajoute aux contaminations suivant les jours d'incidence. Et ainsi de suite, la situation devient de plus en plus complexe. Ce qu'on peut constater, c'est que si on avait eu une évolution de type purement exponentiel, on aurait dû avoir, au bout de 3 jours, avec un taux de contagion de 3 plus 3 puissance 3, c'est-à-dire 30 personnes. Avec cette contamination avec retard, on n'en a que 24. Mais les personnes contaminées un jour donné contamineront un jour ou l'autre, à moins que les taux de transmission soient réduits quasiment à zéro. Les principes mathématiques du modèle, la courbe d'incidence journalière, qui est la densité de probabilité qu'un individu exposé puisse contaminer d'autres à un jour donné, le cycle de contamination, qui est la durée maximum de l'incubation, avec une probabilité cumulée au dernier jour de 100% de chance de contaminer d'autres personnes, le taux de contagion instantanée qu'on appelle taux de contagion RAP pour apparent. Ce taux est lié au nombre de cas apparaissant à un jour donné par la formule suivante. On a subdivisé la population en compartiments, chacun correspondant à une journée à laquelle il peut contaminer. Et l'augmentation des cas est proportionnelle au nombre de cas au début d'un nouveau cycle de contamination, proportionnelle au taux de contamination du jour, aussi proportionnelle au taux de contamination précédent et à la probabilité de contamination précédente. Ce qui fait que si le taux de contamination à un jour donné est faible, on récupérera néanmoins de nouvelles infections liées à des taux de contamination précédents. La durée pendant laquelle une personne peut contaminer est définie et par définition, au début d'un nouveau cycle de contamination, on retire comme personne susceptible de contaminer toutes celles qui ont été contaminées avant cette durée, puisqu'ils sont guéris. Alors, dans les modèles épidémiologiques, ce modèle est affecté à la catégorie Susceptible Exposed Infected Recovered Model et une sous-catégorie qu'on appelle non paramétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule exponentielle explicite. L'application du modèle à 10 pays, on a choisi une courbe d'incidence entre 1 et 14 jours qui reflète les publications sur les durées d'incubation, avec deux possibilités, une incidence de type parabolique, où la probabilité d'infecter est maximum entre les jours 5 et 9, à peu près 10% chaque jour, et une courbe de type gaussienne, où la probabilité de contamination
est centré entre les jours 7 et 9 avec une probabilité qui atteint 20%. Le total, dans les deux cas, faisant 100. On suppose une récupération après 28 jours en moyenne. On s'est appuyé sur les cas publiés par le site watermeters.com qui donne les statistiques mondiales des contaminations journalières pour l'ensemble des pays du monde et qui collecte les données publiées par les organismes de santé de chacun de ces pays. On a normalisé les cas à 100 cas pour le premier jour pour 50 millions d'habitants. Le taux RAP est ajusté à l'évolution des cas, c'est-à-dire que le modèle, par définition, reproduit les cas observés tels qu'ils apparaissent dans les publications. Cela revient à dire que le calcul de ce taux de contagion tient compte des cas publiés qui, au début de l'épidémie, étaient essentiellement des cas qui se présentaient à l'hôpital et au cours de l'épidémie inclut les cas qui peuvent être asymptomatiques. Donc on suppose que le taux est le même, que les personnes soient asymptomatiques ou symptomatiques, ce en moyenne. Les résultats. Alors, en abscisse, on a le nombre de jours, à partir du moment où on a franchi le seuil de 100 contaminés pour 50 millions, et en ordonnée, ce taux de contamination RAP apparent, et les points indiquent les dates auxquelles des mesures de confinement strictes ont été prises, suivant les pays. Alors, ce qu'on observe, une première phase, entre les jours 1 et 15, où tous les pays ont à peu près le même taux de contamination par an, de l'ordre de 7. Il faut noter à ce propos que les taux de contamination apparents en Chine, en Europe ou en Corée étaient à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les Chinois ont connu les mêmes taux qu'en Europe. Il y a le cas intéressant des États-Unis qui donnent des contaminations qui ont l'air un peu plus faibles au début, mais qui augmente très fortement un peu avant le 15e jour pour atteindre un RAP de 12, qui est, par comparaison, le plus fort du monde. Dans une deuxième phase, qui a lieu après les principaux confinements, on constate que ce taux diminue entre 3 et 5, bien que les confinements stricts auraient dû proposer des taux de contamination plus faibles. Là, on mesure nettement l'effet de retard lié au fait qu'on observe des cas qui, en fait, avaient été contaminés précédemment, mais sont susceptibles de contaminer d'autres après leur contamination, avec un certain délai qui varie entre 1 et 15 jours. Et puis, dans une troisième phase, le taux de contamination apparent descend en dessous de 1 pour la plupart des pays, ce qui permet de mesurer l'efficacité réelle des mesures de confinement. La première conclusion qu'on peut tirer de cette observation, c'est que si on confine massivement un jour donné, ce n'est qu'au bout de 15 jours qu'on verra une chute forte du taux de contamination. Pour d'autres pays, on a une variation similaire, à ceci près que les taux de contamination initiaux sont un peu plus faibles, entre 3 et 5, mais ils diminuent plus progressivement. Ils restent entre 2 et 5 dans les semaines 3 et 4. Et dans certains cas, comme en Arabie Saoudite ou au Brésil, on voit que ce taux apparent reste supérieur à 1, même 45 jours après le début de l'épidémie. Quelques commentaires sur la comparaison entre le R0, qui est le paramètre très fréquemment cité pour mesurer le taux de propagation de l'épidémie, et notre paramètre RAP. Il faut comprendre que le R0 intègre le taux de contagion, le taux de guérison et la mortalité. Il y a toute une série de formules qui sont proposées suivant les modèles, pas totalement intuitives, formules qui lient le R0 à une exponentielle liée au temps de doublement, à l'incidence journalière, des développements polynomiaux,
et dans des cas un peu plus complexes, des termes d'une matrice dont les valeurs propres permettent de calculer l'évolution de la maladie. Et en dernier lieu, ça peut être une intégrale sur les taux de contamination et les fréquences journalières. Alors bien évidemment, le R0 suppose qu'on connaisse le cycle de contagion-récupération ainsi que ce taux de contagion instantané. On a fait un calcul approché sur la base d'une intégrale pour comparer le R0 au paramètre RAP. Alors le RAP, lui, mesure le taux de contagion instantané dans les premières semaines après le démarrage de l'épidémie. Donc il est une représentation plus fidèle du nombre réel de gens qui peuvent être contaminés par un individu donné à un jour donné. Comme on l'a vu, ce nombre peut atteindre 7 à 9. En tout cas, c'est ce qui a été le cas en Europe. Alors, voici une synthèse qui compare le RAP et le R0. Donc, dans les premières 2 semaines, un RAP qui est de l'ordre de 6 à 8. Au bout de 5 à 6, après les mesures de confinement, il est de l'ordre de 1. Et comparativement, le R0 sur une période un peu plus longue, parce qu'il faut intégrer la totalité de la période où une personne peut contaminer, varie entre 3 et 4. Et il diminue lorsque les mesures de confinement ont été appliquées. Dans certains cas, certains pays ont réussi à faire chuter le RAP à des valeurs en dessous de 0,5, bien que le R0 reste relativement important dans certains cas, car il intègre une période plus longue. Alors, dans le cas d'un cluster qui apparaît, donc il y a un petit nombre de patients, on va dire 10, on a calculé, cette fois-ci de manière théorique, quel était le nombre de personnes contaminées après 7 jours, suivant différentes valeurs du RAP. Donc ça varie entre 28 pour un RAP de 3 jusqu'à 85 en un RAP de 7. Si aucune mesure spécifique n'est prise pour faire barrière aux contaminations, on peut atteindre jusqu'à 298 cas à partir de 10, initialement au bout de 14 jours. Donc, il faut savoir que les nombres qui figurent ici sont proportionnels au nombre initial, à savoir 10. Si on avait eu 100 personnes détectées, on pourrait avoir jusqu'à 2980 personnes au jour 14 si le RAP était de l'ordre 7. Rappelons que les statistiques sur le calcul de ce RAP donnent entre 5 et 7 au début de l'épidémie. Si on contrôle, par contre, le développement, on peut diminuer dans un RAP de 5 ou 7 de moitié, plus de la moitié, le nombre de nouveaux cas qui vont apparaître au bout de 14 jours. Il y aura toujours cet effet de retard. Et une dernière observation concerne l'oscillation du nombre de nouveaux cas journaliers. Le modèle indique en effet que l'augmentation n'est pas systématique, même si le taux de contagion en RAP est constant et supérieur à 1. Ces oscillations résultent probablement de la forme de la courbe de probabilité d'incidence journalière. Sur le graphe, où on indique le nombre de jours après un nombre faible 1 de contamination, et si on applique un taux RAP de 2 et on suppose une incidence journalière de type gaussienne, on constate clairement des oscillations avec des périodes pendant lesquelles le nombre de jours semble diminuer et réaugmente fortement après. C'est ce qu'on observe par exemple à peu près dans tous les pays du monde. Voici l'exemple de l'Allemagne entre juin et août, où on voit très bien ce type d'oscillation. Cela veut dire qu'une augmentation forte d'un jour à l'autre ne signifie pas que le troisième jour, cette augmentation sera aussi marquée, et inversement qu'une diminution, si elle n'est pas continue sur plusieurs jours, ne va pas être précédée, ne précède pas une augmentation importante. La recommandation, c'est que les tendances générales sont mieux détectées en utilisant des moyennes mobiles sur 7 jours, et qu'il faut prendre avec précaution les variations journalières qui n'indiquent pas une tendance précise.
La conclusion et quelques recommandations qu'on peut en déduire, c'est que l'analyse de la valeur de l'exposant et de cette phase initiale d'augmentation des cas journaliers dans les premiers 7 à 15 jours peut permettre de prédire ce qui va se passer quelques semaines après. En exemple, les États-Unis qui avaient un RAP de 12 au jour 11 ou 12 jours après le passage du seuil, ont eu une augmentation très importante des cas dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi. La courbe d'incidence journalière sur 14 jours suggère bien évidemment qu'on a intérêt à détecter très rapidement et isoler en conséquence les individus détectés avant les jours 4 ou 5. Après le jour 7, les contaminations auront plus de 60 à 70% de chances de se produire. Donc une détection trop tardive ou une communication aux personnes contaminées de leur état trop tardif, après 7 jours, ne permet pas de réduire rapidement le développement de l'épidémie. Dans le cas du Covid-19, comme on l'a dit, ces taux de contagion initiaux apparents sont entre 5 et 9 si aucune mesure de containment des prix pour éviter les contacts. Si des mesures contingentes sont prises, il peut se passer plus de 2 semaines avant qu'on voit effectivement une diminution et une chute des nouveaux cas journaliers et des taux de contagion apparents. Enfin, l'étude des variations au jour le jour doit être prise avec précaution et on recommande nettement l'analyse à travers une moyenne mobile de 7 jours. Je vous remercie.